les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente l'arme de poing qui a été longtemps la plus puissante du monde. J'ai nommé le Smith & Wesson modèle 29 en calibre 45. Non, attends, ouais, j'ai oublié une virgule là. Non, je voulais dire en calibre 4,5. Ouais, du coup ça le fait beaucoup moins quoi. Installez-vous confortablement, prenez un petit café ristretto et suivez-moi pour cette vidéo en mode plaisir. Dans cette vidéo les amis, on va faire du tir sans prise de tête, car nous sommes aujourd'hui face à une réplique d'Airgun d'une puissance que je qualifierais de détendue. Je pratique le tir avec des armes en catégorie B depuis plus de 30 ans. Oui, ça fait un bail. Je mettais tout dans le noir à 25 mètres avec un 357 à une époque où Mika portait encore des couches. Donc le tir aux armes de poing dites réelles, je connais. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier aussi énormément les répliques, surtout celles qui sont de très bonnes reproductions. Franchement, avec un airgun, le tireur, il est en mode vacances. Donc au final, grosse détente, zen quoi. Oui les amis, j'aime les airguns. Alors dans cette vidéo, on va pouvoir pratiquer notre passion du tir avec seulement le plaisir de tirer. Et en gardant les mains propres et les oreilles indemnes. Allez, la vidéo d'essai sur le Smith & Wesson modèle 29, eh ben c'est parti. Alors l'airgun que je vous présente aujourd'hui est un airgun qui fonctionne avec de l'air comprimé sous forme de cartouche CO2 comme vous connaissez tous et des plombs de 4,5 en diabolo. Donc des séances de tir à un coût d'utilisation extrêmement faible. On aurait même du mal à faire plus faible. C'est à peine plus cher que tirer sur une PlayStation. Alors oui, pour info, c'est Tom Airgun qui m'a fourni cet airgun. Tom Airgun est pour moi l'un des meilleurs fournisseurs pour ce type de matériel, car ils ont beaucoup de références en stock, de très bons prix et le service qui va avec. Surtout que ce que j'aime beaucoup avec Tom Airgun, c'est qu'il y a un numéro de téléphone non surtaxé où on peut réellement les joindre et ça, je trouve ça super sérieux. En plus, ils ont quasiment tout ce qui se fait en airgun, que ce soit des répliques comme celle-ci ou alors des carabines PCP surpuissantes. D'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ce sont les seuls à être autant spécialisés dans le domaine de l'airgun. Parce qu'ils font que de l'airgun. Alors n'hésitez pas à vérifier ce que je vous dis par vous-même et allez faire un tour sur le site de Tom Airgun. On peut tirer sans casque, la mise en service est ultra rapide et aucune salissure. On n'est pas non plus obligé de faire un nettoyage après chaque séance de tir. On peut tirer presque n'importe où, il n'y a pas de réglementation drastique pour le stockage ou le transport. On peut l'emporter par exemple chez les amis et tirer dans leur jardin. Bien sûr, avec toujours les bonnes conditions de sécurité. N'oublions pas que la portée d'un airgun comme celui-ci est de plus de 100 mètres. Mais cependant, ces répliques ont un niveau de létalité extrêmement faible, ce qui est beaucoup plus sécu à utiliser qu'une vraie arme. Même si on doit l'utiliser toujours avec les mêmes règles de sécurité. D'ailleurs, utiliser les mêmes règles de sécurité qu'une vraie arme est quelque chose de très important, puisqu'il s'agit de répliques qui se manipulent exactement de la même manière que les authentiques armes dont elles sont la reproduction. Et il ne s'agit pas de prendre de mauvaises habitudes qui pourraient être très dangereuses pour ceux qui passeraient par la suite sur des vraies armes. Ces dernières années, plusieurs grandes marques comme Umarex ou ASG par exemple ont sorti des répliques très bien finies. Et surtout avec des fonctionnements mécaniques très proches des armes réelles. Ici par exemple, nous avons le fonctionnement mécanique quasi identique au vrai Smith & Wesson modèle 29. Mais avant d'aller plus loin au sujet de cet airgun, intéressons-nous à ce qu'est le Smith & Wesson modèle 29. C'est un revolver produit par la firme Smith & Wesson, et comme vous le savez sûrement, la plupart des numéros qui composent le nom d'une arme, c'est la date de création de l'arme. Et bien ici c'est le modèle 29, ce qui signifie qu'il est sorti en 1929. Oui, là j'ai marqué une petite pause, c'est pour laisser passer les hurlements des experts. Ben non, pour ce modèle 29, l'année de sortie est 1955. Même s'il adoptera réellement le nom de modèle 29 seulement 2 ans après sa sortie, en 1957. Alors pourquoi Smith & Wesson a choisi le numéro 29 pour ce revolver? Car c'est l'année de sortie moins le poids du caniche nain de la mère du patron? Bon, là, ok, j'ai brodé un peu. Non, il s'appelle modèle 29 parce qu'il est sorti juste après le modèle 28. Oui, je sais, l'histoire n'est pas folle. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un petit peu de relief à tout ça. Alors par contre, au niveau de l'histoire, il y a un truc dont je ne vais pas vous parler, mais alors pas vous parler du tout. C'est l'association de cette arme avec l'inspecteur Harry. Parce que mettons les choses au clair, ce n'est pas l'inspecteur Harry qui a inventé cette arme. Parce qu'on n'arrive pas à trouver une seule vidéo du modèle 29 sans voir cet inspecteur de partout. Et trop, c'est trop. Pourtant, j'adore Clint, c'est quasi un ami.
Et un autre point que je veux aborder, c'est la puissance, principalement grâce ou à cause de ce film. À sa sortie, cette arme était connue pour être l'arme de poing la plus puissante ayant jamais existé. Alors ce point-là, est-il vraiment exact? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les sociétés Colt et Smith & Wesson se livraient une concurrence sans merci. Et sachant que Colt sortait son Python en calibre 357 Magnum, la société Colt allait avoir l'arme de poing avec la munition la plus puissante du marché. Et dans ce concours de bits, Smith & Wesson aurait pu se sentir humilié. D'où la sortie de ce revolver modèle 29 afin de prouver au monde entier qui avait la plus grosse. Donc oui, le Smith & Wesson modèle 29 est bien devenu le revolver le plus puissant du monde en 1955. Car une cartouche de 44 Magnum dans un modèle 29 peut atteindre une puissance jusqu'à 1500 joules. Alors que le calibre 357 avec un Colt Python pouvait difficilement dépasser les 1000 joules. Oui, Smith & Wesson pissait clairement le plus loin. Et en plus, ce modèle 29 restera l'arme de poing la plus puissante du marché jusqu'en 1982, date à laquelle il sera détrôné par le Desert Eagle comme tout le monde le sait. Eh ben non, parce qu'en vérité, il n'a pas été détrôné par le Desert Eagle, mais par le revolver en calibre 454 Casull, qui a été, c'est vrai, extrêmement peu commercialisé comme arme de poing. C'est pour ça que le Desert Eagle en calibre 50 est plus connu pour avoir détrôné le modèle 29. Voici ce petit brin d'histoire sur cette fameuse arme Smith & Wesson en modèle 29. Et nous sommes ici sur une fidèle reproduction de la marque Umarex, mais fabriquée sous licence Smith & Wesson. Ici, nous sommes sur une version bronzée. Comme je le disais précédemment, son fonctionnement est assez fidèlement reproduit. D'ailleurs, vous avez des cartouches factices qui s'introduisent dans le barillet comme les vrais. Et les plombs se mettent comme ceci. En fait, pour faire simple, toute la gamme des revolvers de ce type, exemple le Scofield, le Dan Wesson, le Colt 45 SAA, et celui-ci, existe en version plomb ou en version bille. Et la seule différence entre les versions plomb et les versions billes sont les cartouches. Cependant, les cartouches prévues pour les plombs ont l'immense avantage de pouvoir tirer les plombs mais aussi les billes. Car les billes tiennent parfaitement dans les cartouches prévues pour les plombs. Comme je disais ici, on est sur une version plomb, par contre avec un canon complètement lisse. Pas une rayure à l'horizon, c'est le vide sidéral. Parce que les deux versions billes et plomb sont en fait exactement les mêmes, et quand ils les vendent, ils changent juste les cartouches qui sont à l'intérieur. La poignée dispose d'une clé Allen intégrée, afin de vous permettre de visser la cartouche CO2 sans prendre le moindre outil, et c'est vrai que ce système est en train de devenir le grand standard. Et ici, le montage est assez solide, donc utilisable sans trop de risque de casser la poignée. Même si je préfère toujours utiliser une clé classique, car je trouve ça plus sûr malgré tout et surtout plus pratique à visser. Maintenant, parlons du niveau de finition de cette airgun. Elle est globalement assez chouette, mais par contre, c'est vrai que c'est ultra salissant. C'est hyper dur de le conserver avec un bel aspect. Ça fait vite des taches sur le revêtement pas très esthétiques. Je sais même pas ce que c'est que ces taches. C'est pas des traces de doigts, on dirait comme des taches de graisse. C'est bizarre. Non, c'est pas la meilleure finition que j'ai eue. Peut-être que dans ce cas, il vaut mieux avoir une couleur carrément argent. Ou alors un vrai bronzé noir un petit peu mat. Mais il me semble que le fabricant a voulu essayer d'imiter la finition des vrais revolvers. Là, vous voyez par exemple cette photo, on voit bien que c'est pas un simple bronzage noir, il y a une sorte de finition qui donne un aspect un petit peu satiné avec une certaine profondeur. Eh ben, je pense que c'est cette finition-là qu'ils ont voulu imiter. Oui, on va dire que c'est pas une très grande réussite, mais sur la photo du Python, on est quand même sur une arme à plus de 3000 €. On ne pouvait pas non plus s'attendre à des miracles avec des airguns avec des prix aussi faibles. Mais cependant, ce traitement est assez étrange. J'ai jamais vu un truc aussi salissant. Après, au niveau du poids, on est sur 1 kg 150 g à vide, ce qui est assez proche de l'original qui pèse autour de 150 g plus lourd. Il faut dire qu'Umarex a réalisé cette réplique dans une matière technologique, puisqu'il s'agit d'une matière à densité gravitationnelle. Ou, en d'autres termes, si tu le lâches, il tombe. Non, désolé, j'ai entendu ce terme à la radio l'autre jour, et ça m'a bien plu, la densité gravitationnelle. Je me suis dit, ça a de la gueule, il faut que je le place quelque part. Parce que c'est amusant, ce terme fait hyper technique et scientifique, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de matières qui ne sont pas à densité gravitationnelle. Lorsqu'on va au WC, par exemple, on crée de la matière à densité gravitationnelle. D'ailleurs, heureusement, sinon ce serait un sacré bordel.
Je vous avais dit que j'allais vous faire rêver. Par contre, je ne sais pas si on ne s'est pas un peu égaré du sujet. En parlant de matière, bien entendu, la crosse est en plastique. Le faux bois est très bien imité, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il y a juste la vis moulée dans le plastoc qui fait complètement tâche. Les puristes vont choper des boutons. Mais bon, c'est comme ça, c'est le bémol. Le canon est un canon de 6,5 pouces. Pour l'histoire, cette longueur de canon est sortie dans la version de 2007. Et là, je parle toujours du canon externe. Comme d'habitude pour des soucis de réalisme, le canon interne est en retrait dans le canon externe, afin qu'il soit difficilement visible par l'avant. Ce qui est effectivement assez esthétique. D'ailleurs, le canon interne est en retrait de 20,5 mm. Il a donc une longueur réelle d'environ 145 mm, ce qui ferait plutôt autour de 5,5 pouces. Comme tous les airguns de sa génération, il dispose d'une sécurité, que je trouve toujours aussi stupide sur un revolver. Je rappelle que les vrais revolvers n'en ont pas, mais il s'agit d'une réglementation qui s'applique à tous les airguns. Mais il faut dire que celle-ci est particulièrement bien dissimulée, ainsi elle ne dénature pas la réplique. Ben voilà, je pense que maintenant on a bien fait le tour de cet airgun. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un passage au chrony pour savoir la puissance qu'on peut sortir. Alors regardons ce que le passage au chrony a donné. On trouve le premier barillet légèrement plus puissant que les autres avec une puissance moyenne de 2,8 joules et une vitesse moyenne de 111 mètres par seconde. Avec le tir le plus puissant qui a été le premier tir à 2,9 joules et 114 mètres secondes. Ensuite, du deuxième au huitième barillet, on est parfaitement stable avec des moyennes de puissance entre 2,4 et 2,5 joules et des vitesses moyennes entre 104 et 105 mètres secondes. Ce qui signifie quand même qu'entre le 7e tir et le 48e tir, il n'y a eu aucune perte de puissance. D'ailleurs, c'est exactement ça, puisque le 7e tir était à 107 mètres secondes exactement, et le 48e tir aussi, pareil, à 107 mètres secondes. J'ai toujours été impressionné par la stabilité de certains airguns. Je me demande comment ils se débrouillent pour être aussi stables avec des cartouches de CO2 qui perdent de la pression après chaque tir. On dirait qu'il y a une sorte de régulateur de pression à l'intérieur. Par contre, ce n'est pas du tout le cas de tous les airguns, souvenez-vous du Vigilant ou du Tornado. Tous les deux perdaient de la puissance après chaque tir, et pas un seul tir qui était plus puissant que le précédent. Mais ce modèle 29 est d'une stabilité remarquable. Ensuite, le 9e et le 10e barillet restent encore utilisables, avec des vitesses moyennes autour de 98 à 100 mètres secondes. Ce qui veut dire qu'on arrive à faire 60 tirs en restant vers les 100 mètres secondes. C'est carrément très joli. Et c'est seulement à partir du 11e barillet que les performances s'effondrent et chutent avec des vitesses autour de 85 mètres secondes. Donc on peut dire qu'avec le modèle 29, on peut faire 8 barillets ou 48 tirs avec une puissance parfaitement stable. On peut alors espérer avoir des précisions constantes sur cible à 10 mètres. Et on peut même pousser jusqu'à 60 tirs en perdant juste un petit peu de stabilité. Conclusion, très belle performance au chrony. Il est puissant, 2,5 joules c'est plutôt le haut du panier, mais il est aussi extrêmement stable. Maintenant, on va faire un petit test de précision à 10 mètres. Et on enchaîne avec un tir rapide sur cible à 10 mètres. Et attention, ici je suis en double action et sans reposer l'arme entre chaque tir. Et il n'y a pas non plus de coupure vidéo, la cadence de tir est en réel.
Alors voici ce qu'on a obtenu sur cible à 10 mètres avec le modèle 29, en tir de précision. J'ai utilisé des plombs assez classiques, les RW Club, qui sont les entrées de gamme, mais de qualité assez correcte. Comme d'habitude, il s'agit de tirs suite à une rapide prise en main de la réplique. Le résultat peut alors sensiblement être amélioré avec un petit peu d'entraînement. Il y a celui-ci qui m'a échappé, qui est sorti du groupement principal. On a un groupement d'une hauteur de 3,6 cm et d'une largeur de 4,1 cm. Et du coup, le groupement fait une surface de 14,8 cm, ce qui est un résultat qui est vraiment pas si mal. Puisqu'avec l'incroyable Crossman Vigilante, avec lequel on avait obtenu des résultats en précision assez exceptionnels à 10 mètres et même à 25 mètres, mais par contre, avec un laser Olight, ce Vigilante avec la visée ouverte n'avait pas obtenu mieux que 14,6 cm². Alors à quelque chose près, pareil que ce modèle 29. Alors oui, je suis assez satisfait du résultat. Maintenant, passons à la cible sur tir rapide, et surtout cette fois-ci, les tirs ont été faits en double action, et on est toujours à 10 mètres. J'ai effectué 12 tirs, 2 variés, et comme vous avez pu le voir, c'était quand même assez rapide. Et là, ça fait seulement 50 cm². Dans ces conditions, encore une fois, je suis assez impressionné par le résultat. Je m'attendais à beaucoup moins bien. Comme d'habitude, on fait une petite séance de tir réactif, toujours à 10 mètres, et avec une vidéo sans aucune coupure entre les tirs, pour bien que vous puissiez vous rendre compte de la cadence de tir qui est possible de faire avec cette réplique. Pas mal du tout les capacités de ce modèle 29 en tir réactif. Et maintenant, je vais chercher encore mieux. Je vais tirer sur des petits bouchons de bouteilles d'eau et toujours à 10 mètres. J'arrive à les toucher au moins 3 fois sur 4. Ça fait un moment que je me suis rendu compte du truc, plus la cible est petite et plus on est précis. Allez, c'est l'heure de la conclusion, mais juste avant, je tenais vivement à remercier les souscripteurs et les donateurs. Ça aide énormément la chaîne qui je rappelle coûte toujours plus que ce qu'elle rapporte. Donc si vous voulez soutenir votre chaîne préférée, vous pouvez le faire en devenant souscripteur, en cliquant sur le bouton rejoindre et ainsi devenir un polo souscripteur. Ce qui vous permettra de vraiment soutenir la chaîne, mais aussi de bénéficier de l'avantage de pouvoir discuter en privé par mail avec moi. Et si vous ne voulez pas souscrire, vous pouvez toujours faire un don ponctuel. Alors merci à ceux qui le peuvent de laisser la petite pièce. Certains diront que c'est la honte de réclamer. Donnez-moi l'argent et moi de mon côté, je vous promets que je me débrouillerai avec la honte. Mais dans tous les cas, que vous donniez ou pas, merci à tous d'être présents. Ou je devrais dire d'être encore là, car on est en fin de vidéo et généralement il reste moins de 40% des spectateurs à ce moment-là. On peut dire que maintenant on est vraiment entre amis. Vous êtes le noyau dur de la chaîne. Alors bravo. Cette fois-ci, on embraye vraiment sur la conclusion. On commence toujours par les points négatifs. Le premier point négatif qui me vient, c'est la finition de la surface. Elle est belle, rien à dire côté esthétique, mais elle est extrêmement difficile à conserver sans tache. Il faut sans cesse l'essuyer, et bien l'essuyer, d'ailleurs la frotter, pour que l'aspect soit au moins correct. Par contre, j'ai maintenant compris quelque chose de plus. C'est bien le gras qui fait les taches. Du coup, n'essayez pas de faire un nettoyage extérieur avec de l'huile silicone, par exemple, sinon ça va être la catastrophe. Au contraire, il faut nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon bien sec et propre afin d'essayer de débarrasser le maximum de gras des surfaces. Et après, ça se passe un petit peu mieux, c'est un petit peu moins sensible. Deuxième point négatif qui pour moi mérite presque la première place ex aequo, c'est la vis moulée dans le plastoc qui fait vraiment dégueulasse et qui va vraiment arracher l'œil des puristes. Je ne sais pas pourquoi ils ont osé une telle infamie, surtout que si on le compare au Colt 45 SA, du même fabricant en plus, où il y a une vis tout à fait réaliste, même qui ne sert complètement à rien, mais c'est une vraie vis. J'aurais préféré payer 5 € de plus, même 5 € c'est cher payé pour une vis, et avoir une vraie vis. Mais après, c'est pas si compliqué que ça de rajouter une vis.
Il suffit de percer un trou en vissant une vraie vis dans le plastique. Il faut quand même bien penser à faire un gros chanfrein pour noyer la tête de la vis avant de mettre la vis, et puis de couper la vis qui dépasse par l'arrière. C'est pas très compliqué, mais on n'a pas droit à l'erreur, sinon c'est le massacre total sur la crosse. Un autre point négatif au sujet de la crosse, c'est qu'elle grince pas mal quand on la manipule. Ça fait pas un bruit très qualitatif. On entend clairement que c'est pas du bois. Allez, maintenant, on passe au point positif. Au niveau esthétique, il y a un truc que je trouve très joli. C'est la différence de finition entre celle du canon et de la carcasse par rapport à celle du barillet, car la finition du barillet est très différente du reste. Elle est un peu plus rugueuse. D'ailleurs, le barillet ne prend pas du tout les taches comme le reste. Et la finition globale, du coup, ça fait une bifinition que je trouve du plus bel effet. Ça fait raffiner et travailler. Toujours au niveau de l'esthétique, le fait que la marque Humarex n'apparaisse nulle part. Ça, c'est un point vraiment excellent, ça augmente le réalisme de la réplique. Même le calibre réel est inscrit sur la partie la moins visible. Si on prend pour comparer par exemple une marque comme ASG avec le Schofield, la marque ASG est moulée dans la crosse et le calibre est clairement visible sur l'un des côtés. Oui, je suis assez surpris qu'Humarex n'inscrive pas sa marque sur la réplique, mais très heureux qu'il l'ait fait. Après, il y a aussi comme point positif les organes de visée, surtout au niveau de la hausse. On dirait à s'y méprendre du matériel d'un revolver haut de gamme. Et en plus, la hausse réagit très bien au réglage. Non, c'est clairement un bon produit. Et regardez aussi le chien, son niveau exceptionnel de qualité. C'est tout simplement une pièce splendide. Une autre chose que je trouve extra, c'est le bruit qu'il produit lors du tir. Aucun airgun ne fait le même bruit, ils ont tous leur bruit propre. Et celui-ci fait un bruit vraiment excellent. Alors oui, certains diront qu'un bruit important n'est pas forcément un point positif, mais personnellement, je préfère un airgun qui fait un petit peu de bruit qu'un autre ultra silencieux. Oui, pour moi, le bruit est très chouette. Il est net et super agréable. En vidéo, c'est pas facile de se rendre compte, mais je vous assure qu'en réalité, il fait un bruit bien plus joli que la plupart de mes airguns. Après, quand je dis qu'il fait du bruit, il n'y a pas besoin de casque non plus, hein. Même si c'est vrai que dans un jardin, ça pourrait être un petit peu moins discret et déranger vos voisins si les séances de tir durent un petit peu trop longtemps. Un autre point intéressant de cet airgun, c'est cette foutue sécurité, qui je rappelle est obligatoire sur les airguns, et pour une fois, elle est très bien placée. Ainsi, elle est super discrète et ne dénature absolument pas la réplique. Ah, j'allais oublier. En début de vidéo, je vous ai parlé que les cartouches pouvaient accepter des billes ou des plombs. Et vous avez pu le constater que j'ai mis aucune vidéo de tir avec les billes. C'est parce qu'en fait, comme le Vigilante que j'avais précédemment essayé, celui-ci aussi, avec les billes, n'a pas des résultats très intéressants. Car les billes sont à peine plus rapides que les plombs, voire quasi la même vitesse, donc au final, elles donnent des puissances beaucoup moins importantes, sachant qu'elles sont moins lourdes. Et les précisions ne sont pas exceptionnelles. Même si souvent avec des airguns à billes, on arrive à atteindre de très bonnes précisions, sur ce modèle-là, je trouve que les billes ne sont pas intéressantes, donc il faudra plutôt rester sur du plomb. Alors sinon, pour quel usage cette réplique ? Pour ceux qui veulent se familiariser avec la manipulation d'une arme réelle, ou alors pour ceux qui veulent juste la collectionner, mais aussi pour ceux qui veulent tirer à 10 mètres avec une précision qui reste intéressante, puisqu'avec on arrive à mettre facilement tout dans le noir. Oui, cette réplique est intéressante et a pas mal d'atouts. Alors je regrette pas du tout cette acquisition, je pense que c'est un bon produit. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo, sur ce je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis!